Bonjour à tous. Je vais reprendre la lecture de mon livre « Maman, je ne veux plus être juif ». Pour ceux qui me rejoignent, ils peuvent trouver les chapitres lus précédemment sur ma page Facebook. Le livre est disponible sur Amazon sous forme papier ou sous forme électronique par Kindle. Il est également disponible à la librairie Tropisme. N'hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos commentaires, vos remarques, et je n'hésiterai pas à prendre contact avec vous. Je vais reprendre maintenant le chapitre 7, l'Exode, 11 mai 1940. L'aube se leva douce et calme. H s'étira, pensant qu'il avait rêvé. D'un regard, il sut qu'il était seul. Dans un coin, la chèvre mâchonnait des brins de paille. La peur le prit au ventre. Il se réveilla tout à fait et fut debout en quelques secondes, cherchant F. Il la trouva dans la cour de la ferme. Elle se lavait, assise sur la margelle du puits. Son angoisse s'envola. La fermière apportait une tasse de café. Il s'approcha de F, octant, les larmes aux yeux. Il enlaça sa cuisse, sanglotant, exprimant toute son angoisse de rester seul, de voir sa mère déchiquetée comme les autres dans le train. Son cœur battait à tout rompre. Elle le prit dans les bras et le berça lentement. Il renifla et murmura « Mutti, ich bin hungrig ». « Parle en français, répondit-elle à voix basse. Ich spreche kein Französisch, sprich Deutsch bitte, dit-il irrité. Tout doucement, s'il te plaît, on ne peut pas, ils vont nous prendre pour des Allemands, ils vont nous battre. S'il te plaît, fais un effort, un tout petit effort. Elle le serra tendrement contre elle et lui prit le visage dans les mains. Regarde-moi, dit-elle. Elle chercha ses yeux et le fixa longuement. Elle devait le convaincre de ne plus parler allemand. Ses doigts pressaient fermement les tempes de H. Elle voulait qu'il comprenne l'importance de ce qu'elle disait. En même temps, elle prenait conscience que l'empêcher de parler la langue qu'ils avaient utilisée pour se parler, se murmurer des mots tendres et échanger des petits secrets, devait à 3 ans et demi lui faire perdre ses repères. « Promets-le-moi, dit-elle. »« Ich verspreche », répondit-il à voix plus basse encore, avec un sourire entendu. F craignait que s'ils parlaient allemand, on pourrait les soupçonner d'être des Allemands et les considérer comme des espions. Elle éprouvait aussi un sentiment de rejet vis-à-vis de cette langue qui, dans la bouche d'Hitler et des membres des milices qui sillonnaient les rues de Vienne, lui avait donné l'impression d'une succession d'éruptations, d'aboiements porteurs d'une haine meurtrière. Le polonais lui était déjà devenu insupportable. Elle l'avait assimilé à l'antisémitisme au quotidien, à des mots chargés d'une intonation qui disait en continu « Vous n'êtes pas des nôtres, vous êtes différents, nous ne voulons pas de vous ». Les mots du mépris, de la violence et des pogroms. Dès son arrivée à Vienne, elle avait bu l'allemand comme la langue de la liberté et de l'égalité des hommes, la langue d'un futur meilleur. Après quelques semaines, elle avait abandonné le polonais, parlait allemand et avait fini par penser et rêver en allemand. Aujourd'hui, utiliser cette langue lui était également devenu intolérable. Elle se sentait anéantie, comme si par la perte des mots et en l'absence d'autres en remplacement, elle existait un peu moins. Il lui restait sur la route d'un nouvel exil le français, encore mal intégré, et le yiddish, dont les consonances proches de l'allemand en interdisaient l'utilisation. Elle comprenait le désarroi de H, son petit garçon en train de se construire et à qui il fallait enlever les mots qui commençaient à dire qui il était. Passer du « ich » au « je » devait lui apparaître comme un chemin des plus ardus, car ils ne pouvaient cohabiter. Ich devait disparaître,
alors que je ne s'était pas encore construit. Ils reprirent la route à pied. Le soleil était déjà haut dans le ciel. Ils longèrent la voie ferrée. Le train dans lequel ils s'étaient trouvés gisait désarticulé au travers de la voie. On discernait les corps abandonnés comme des objets auxquels ne s'intéressaient plus que les chiens errants. Ils rejoignirent un chemin en terre en contrebas de la ligne de chemin de fer. Aussi loin que portait le regard, on voyait une file ininterrompue de personnes en marche. Ils avançaient seuls ou par petits groupes. Il y avait d'abord ceux qui voyageaient légers, juste avec une valise ou un sac. Parmi eux, beaucoup de femmes et d'enfants seuls, le mari ayant probablement été mobilisé et envoyé au front. On reconnaissait aisément celles qui venaient de la ville, mieux habillées, plus mode, parfois en habit du dimanche, comme pour aller à la messe, tailleur de belle coupe, cintré à la taille, jupe descendant à mi-mollet, talons mi-haut, chemisier blanc bouffant, sacoche en bandoulière, un chapeau, parfois coquin, posé de guingois sur le haut de la tête. Hors du contexte, beaucoup auraient pu avoir l'air de se rendre dans un café à la mode pour y consommer une tasse de thé. Seule détonnait la valise au bout du bras, qui contenait tout leur avoir. Les enfants marchaient sans rechigner, collés à leur mère. On voyait beaucoup de vélos poussés à la main, chargés de paquets attachés sur le porte-bagages par des liens grossiers et une couverture nouée sur le guidon. Et puis il y avait ceux qui avaient tenté d'emmener un maximum d'objets entassés sur une brouette, une voiture d'enfant ou sur une charrette. Ils voyageaient en famille, hommes, femmes, enfants, grands-parents, chiens et même parfois un chat. Ceux-là s'arrêtaient souvent ou se relayaient pour pousser ou tirer leur véhicule. On en voyait qui tentaient de recouvrer des forces transpirant sur le bord de la route, assis sur le talus, jetant un regard désespéré sur leurs biens et se demandant s'ils pourraient encore aller loin dans ces conditions. Des paquets abandonnés témoignaient des tentatives que faisaient certains pour alléger leur fardeau. Au loin, dans la direction de Liège, on entendait le tumulte des explosions. Malgré la distance, la terre tremblait. Au-dessus d'eux, le ciel restait heureusement vide. Pas un seul Stuka en vue. F et H s'étaient glissés dans le flux. Ils marchaient côte à côte, fourmis parmi les fourmis qui s'étiraient d'un pas lent mais régulier vers Fontaine-Valmont. Les marcheurs se tenaient à distance les uns des autres. De loin, la foule pouvait sembler compacte, alors qu'en réalité, les membres d'une même famille marchaient ensemble, mais se tenaient toujours à distance des autres. Ils évitaient de se parler, ne voulaient pas rencontrer d'autres visages, de peur de devoir répondre à une demande, de devoir partager leur eau ou leur nourriture. Ils évitaient de s'intéresser à tout ce qui se passait au-delà d'un cercle de sécurité virtuel autour du bloc familial. Tous semblaient ne penser qu'à la marche, le corps appliqué, concentré sur le pas suivant. Les visages restaient impassibles, d'une neutralité surprenante compte tenu de ce que chacun avait dû vivre pour quitter sa maison. Pas le moindre signe d'émotion, ni de peur, ni d'inquiétude. Il se dégageait de cette foule un sentiment de soumission à la fatalité. Elle marchait vers un but qu'elle ne connaissait pas, mais qui était auréolé d'un rêve de sécurité. Elle vivait dans un présent absolu qui ne laissait aucune place au regret ni au projet. Tous ceux qui se trouvaient sur les routes avaient quitté leur foyer, leur terre, leurs bêtes, leurs biens, par peur de l'arrivée des Allemands, et persuadés que rester signifiait mourir dans des conditions atroces. Ils fouillaient parce qu'ils gardaient en eux la trace inconsciente de l'invasion allemande de 1914 et de toutes les guerres qui avaient balayé cette partie de l'Europe. Chacun pour soi. Prévoir ne faisait pas partie du programme. Étancher sa soif à une fontaine suffisait à combler l'instant.
Personne ne pensait à remplir une bouteille au cas où il ne se rencontrerait plus de point d'eau, car elle serait un poids supplémentaire qui les handicaperait, dans cette course folle vers ce nulle part où régnait peut-être la paix. Ils ne savaient pas où ils dormiraient le soir, ce qu'ils mangeraient. Marcher était le seul objectif, fuir devant soi, sans même être certain d'être dans la bonne direction. F ne connaissait rien à la Belgique et de la France. Elle savait vaguement qu'il fallait descendre sur Paris et rejoindre la Loire. Tous ces lieux lui étaient inconnus, un point sur une carte, une abstraction. Comment y arriverait-il? Se déplacer à pied paraissait dément. Avec quel argent? Qu'allait-il manger? Elle sentait qu'elle ne devait pas se poser ces questions. Sa fuite lui apparaissait de plus en plus insensée. Arthur, pensa-t-elle, que ne t'ai-je écouté? Tu me manques. Ramène-nous. A était loin, et il fallait continuer. Devant elle, un homme poussait un vélo chargé de ses biens. Il n'aurait pu l'enfourcher pour aller plus vite sans devoir le délester de tout son pactage. De plus, comment avancer sur un chemin relativement étroit qui ne permettait pas d'aller plus vite que le rythme imposé par la colonne des réfugiés? À sa droite, une femme poussait devant elle une voiture d'enfant surchargée de tout ce qu'elle avait pu emporter. À sa gauche, une autre, plus jeune, poussait également une voiture d'enfant débordant de paquets mal ficelés. 2 enfants l'accompagnaient, 2 têtes blondes, manteau bleu sur le dos, sandales aux pieds. Le plus grand, guère plus de 8 ans, tenait à la main un parapluie fermé, presque aussi grand que lui. Plus loin, derrière, un homme d'une 40aine d'années tirait un chariot à fond plat, avec des roues en bois plein, comme en construisaient les enfants. Pas plus d'1 mètre de long sur 60 cm de large, et sur lequel il avait installé une femme âgée, petite, robuste, toute de noir vêtue. Fichue sur la tête, châle sur les épaules, le regard vide fixé vers l'arrière de la colonne, elle tenait d'une main une petite valise brune dont la fermeture était renforcée par une sangle, et s'appuyait du coude de l'autre bras sur un baluchon qui occupait l'avant du chariot. Personne ne levait les yeux. Seuls les enfants semblaient curieux de ce qui les entourait. Les fillettes blondes regardaient avec insistance H, dont les cheveux noirs bouclés les fascinaient. Il s'était arrêté au début de l'après-midi, exténué. H avançait sans un mot. F l'avait pris dans les bras autant qu'elle le pouvait, mais après une centaine de mètres, elle devait à nouveau le déposer à terre. Ils avaient fait halte sur le bas-côté du chemin. F avait préparé quelques morceaux de pain, du fromage, mais H ne voulait pas manger. Ich kann mich nicht bewegen. Elle mit son doigt sur la bouche, regardant inquiète autour d'elle. S'il te plaît, parle français. Pardon, maman. J'oublie. Les mauvais viennent tout seuls. Sag nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg.